4 ans après, la marque, t'as un attachement parce que tu la connaissais, parce que t'aimes bien ce qu'elle faisait, mais il reste plus rien. Non, du coup, c'est là, en fait, moi... Pourquoi tu relances... Enfin... C'est là où je me suis éclaté, c'est qu'en fait, du coup, il fallait quand même réchauffer, tu vois. Donc, bien sûr, il y avait une base à réchauffer, une base d'anciens clients, etc. Donc, bien sûr, c'est galère, parce que ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas entendu parler de toi. Et en plus, du coup, c'était faire venir, du coup, une nouvelle cible. Et donc j'ai fait quand même un gros travail de storytelling, j'ai écrit énormément de contenu sur Commune de Paris, sur ses valeurs, sur l'histoire de cette réouverture, de relancement, de reprenariat, etc. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. Je regarde la caméra parce que cet épisode est filmé. Vous pouvez retrouver les épisodes sur YouTube, et je sais que vous êtes une grande, écrasante majorité à les écouter en tant que podcast. Bonjour à toutes et à tous. J'ai commencé avec une liaison dangereuse là. Bonjour à tous, quelle horreur. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir un associé. Alors c'est rarement le cas, mais je suis avec Hugo Benz. Salut Hugo, ça va ? Ouais, ça va et toi Laurent ? Ça va. Hugo Benz, c'est un multi-entrepreneur qui a plein d'histoires à raconter. Et on va faire un épisode un peu particulier aujourd'hui parce que je pense qu'on va raconter plusieurs de tes histoires ou rentrer dans le détail de plusieurs de tes histoires. E-com, textile, horlogerie, retextile aujourd'hui, mais aussi club d'entrepreneurs, accélérateur, startup studio. Bref, il y a plein d'histoires à raconter. Et podcast. Et podcast que tu viens de lancer avec Club Sandwich qui est sorti il y a quelques jours, enfin mi-octobre. C'est quoi d'ailleurs Club Sandwich ? Club Sandwich, c'est le podcast que en effet j'ai lancé il y a 48 heures. Et c'est un podcast où je reçois principalement pour l'instant des entrepreneurs, mais je m'interdis pas demain de recevoir des artistes, des sportifs. En gros, je vais recevoir des gens que j'admire, qui me font kiffer et qui ont réussi des choses qui m'impressionnent et que j'ai envie de les voir expliquer à moi, à l'audience, etc. Donc c'est un peu le but du podcast, quoi. Club Sandwich, tout attaché, séparé ? Club, plus loin, Sandwich sur toutes les bonnes plateformes. Voilà, ça faisait partie de ma petite liste de marques, tu sais, que j'ai sur mon iPhone. Et dès que je lance quelque chose, avant de chercher une marque, je vais regarder si j'ai pas une marque sympa dans le lot. Donc, de base, Club Sandwich, c'était pour monter une franchise de sandwich, qui est l'un de mes rêves depuis le lycée. Mais tu vois que je sais que je le montrerai un jour. Il a évolué ce rêve ou pas ? Comment ? Non, il a évolué ce rêve ? Non, il a pas évolué. Je le ferai un jour. Et alors, même pour la petite anecdote, je pense que je le ferai avec ma fille. Parce que ma fille qui a 7 ans a une passion. C'est qu'on joue à l'entrepreneuriat ensemble. C'est notre petite discussion d'avant le dodo. Et donc, du coup, je prends toujours ce modèle d'affaires qui est le fait de créer une marque de sandwich. On a le nom de la marque. Donc, du coup, c'est plus Club Sandwich. C'est plus Club Sandwich, mais ce serait je peux même le dire. Tu vois, le nom de la marque, ça va être Bon Miam Miam. Bon Miam Miam. Parce qu'on trouve ça trop rigolo, trop sympa. Et je pense que marketingment parlant, ça peut fonctionner grave. Et en fait, du coup, j'essaie de lui expliquer l'entrepreneuriat, comme si du coup je l'explique à une fille de 7 ans, c'est ce qui est le cas. Et en fait, moi ça m'aide vachement en fait, à vulgariser ça, où je lui explique comment on monte une marque, comment on crée une offre, comment à un moment donné, en fait, on va calculer un coût de revient, un chiffre d'affaires, une marge. Ma fille, elle a 7 ans, elle connaît déjà tous ces termes-là, alors que moi, je pense que j'ai connu ces termes quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat quand j'avais 20 ans. Donc, je suis content, elle partira avec une longueur d'avance. Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat à 20 ans ? Yes, pendant mes études, avec un premier projet qui s'appelait School Touch. Soit qu'on n'en a pas parlé là avant, parce qu'on a pas mal papoté pas mal de choses, ouais. avant de lancer le podcast, mais en fait, School Touch, c'était
Kimono, que tu connais, qui est une boîte que j'ai cofondée avec The Family et surtout avec Olivier Ramel, qui est notre associé à tous les deux sur un autre projet encore qui s'appelle Villa Maria. School Touch, c'était le kimono des étudiants, c'est-à-dire que je vendais avec mon associé du textile personnalisé pour les assos étudiantes, les BDE, les week-ends d'inté, que ce soit encore une fois les lycéens, les prépas, les écoles de commerce, etc. Et c'est comme ça, encore une fois, que je me suis fait la main sur l'entrepreneuriat, sur le B2B, et du coup que je suis tombé dans ce milieu du textile qui a été quand même un grand fil qui a été un gros driver sur pas mal d'années, le textile personnalisé. Exactement, et qu'il est encore aujourd'hui dans ma vie. Ouais. Pour moi, qui suis peut-être l'une des personnes qui s'habille le moins bien, je suis pas non plus j'adore la mode, j'adore le produit, etc. Mais je suis pas un consommateur. Et pourtant, ça fait 10 ans que je baigne de près ou de loin. Alors, ça a été longtemps de très près dans le milieu du textile, quoi. On est effectivement associé sur un projet immobilier qui s'appelle la Villa Maria. La Villa Maria, c'est le plus beau bureau de France qui se trouve à Bordeaux. C'est une ancienne villa bourgeoise, presque un manoir qui a été transformé en bureau, qui est vraiment beau, avec une piscine, une crèche, un terrain de pétanque, un petit parc. C'est assez incroyable. Plus d'une centaine de places. Et plus d'une centaine de places. Et quelques places d'ailleurs disponibles, je crois. Alors, vous pouvez aller sur villamariabordeaux.com. Voilà. Vous pouvez faire votre demande. Vous serez bien accueillis. Ça fait 1 heure qu'on se parle, j'ai noté un nombre incalculable de sujets, mais on va quand même les sélectionner. Hugo Benz, chères auditrices, chers auditeurs, a eu beaucoup de vie, beaucoup d'aventures, une bonne partie dans le textile personnalisé. T'as lancé des marques, la marque B2C, c'est un truc qui te fait kiffer. T'as longtemps été aussi dans le B2B, là t'as une aventure B2C avec la commune de Paris, dont on va parler. T'avais lancé une boîte qui a cartonné aussi avant de fermer, qui s'appelait La Piscine. La Piscine, ouais, c'était carrément une boîte avec une usine intégrée. Une usine intégrée. On va parler aussi de Mantalo, qui est une marque de montres que tu as lancée puis revendue. On va parler aussi de La Chapelle, qui est un startup studio. Ouais, startup et agency studio. Startup et agency studio. Et des apprentissages que tu as pu avoir dans tout ça. On commence par La Piscine. Ouais, si tu veux, avec grand plaisir. La piscine, en fait, c'est vraiment mon premier gros projet d'envergure en tant qu'entrepreneur. Parce que, tu vois, je te parlais de School Touch tout à l'heure. School Touch, c'était quand même bien, tu vois. On est quand même, dès la première année, ça fait 500 000 € de chiffre d'affaires. Tu vois, ça rigole, quoi. Mais la piscine, c'était vraiment un gros projet d'envergure dans le sens où, avec mon associé, on achète carrément directement des machines, on prend des salariés. Tu vois, on sort du modèle vraiment agence. T'avais levé des fonds ? Même pas, c'était vraiment avec nos propres fonds. Fonds propres, ok. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, moi, en fait, j'ai très vite gagné beaucoup d'argent dès mes 20 ans. Mais c'est qu'en fait, moi, je viens d'un milieu populaire, j'ai toujours été un peu frugal, etc. Donc, en fait, j'ai coffré un maximum de thunes. Je peux t'arrêter un quart de seconde ? Ouais, vas-y. T'as fait Kedge, une école de commerce à Bordeaux et Marseille, je dis une bêtise, à Bordeaux et Marseille. Bordeaux et Marseille, ouais. Sauf que moi, à l'époque où j'étais, c'était pas Kedge, c'était BEM. C'était BEM. Et à Marseille, c'était Euromed. Et les écoles n'avaient pas encore fusionné. T'as passé des entretiens dans un costume Zara que t'as pas pu payer ? Que j'ai volé, ouais. Lâchement volé. Parce que quand même, ça coûtait 250 balles. Hein. Ouais. Et je me rappelle de l'avoir honteusement volé. Alors, j'ai pas tout volé. C'est-à-dire que j'avais pris le pantalon, la chemise et la veste. Et en fait, je n'ai payé que la veste. Et par contre, la chemise et le pantalon, je l'avais mis dans mon futal. Tu viens d'un milieu populaire. T'as commencé à gagner beaucoup d'argent à l'âge de 20 ans et quelques. Ouais, exactement. T'en étais là. 21 ans. Donc t'as tout coffré, t'as mis de côté. Bah ouais, parce que j'avais pas des grosses dépenses. Et en fait, quand très vite tu commences à gagner 6-7 000 balles par mois, t'en dépenses 2 ou 3 maximum. Et encore, moi à l'époque, 3 000 € par mois. Tu sais, t'as encore une époque à Bordeaux où le loyer, t'en avais pour. Je sais pas, moi je vivais déjà en couple, donc j'en ai pour 600 €, tu vois, donc ça coûtait que dalle, quoi. Tu faisais pas des gros restos, tu faisais pas des grosses vacances, encore moins, encore une fois, s'acheter des freins qui coûtent cher, etc. Donc en effet, ouais, je commence à très vite coffrer, et quand on monte la piscine avec mon associé, on met 25 000 € chacun, et tout de suite on achète, on achète 3 bécanes qui impriment du coup sur textile, et en fait c'est le début de notre usine. On a commencé dans le garage de mon associé qui avait une grande maison et on prend tout de suite 2 salariés, tu vois. Et en fait, très vite, on a trop de prod, on a trop de commandes par rapport en fait à ce putain de petit garage. Donc on prend vite fait une petite pour le coup un atelier de 500 mètres carrés. On rachète 3 machines, on réembauche des gens. Et là, pareil, ça dure que 1 an et demi parce que pareil, on devient très vite à l'étroit. Et là, on arrive dans une usine qui fait 3000 mètres carrés. On avait un parc machine qui était vraiment énorme et là on est monté au plus haut jusqu'à 30 ouvriers dans l'usine. Mais en fait,
Moi, j'avais une force. Sur de la personnalisation produit, toujours. Textile. Exactement, sur de l'impression sur textile. Moi, j'avais une force, c'est que je savais très bien vendre. J'ai toujours très bien su vendre. Par contre, gérer une entreprise, alors encore une fois, de 0 à 1 million, tu peux presque le faire au doigt mouillé, mais dès qu'en fait tu dépasses ces choses-là, sachant que nous on avait en termes textiles, donc on avait des politiques de stock, donc il y avait des sujets de trésorerie, de BFR. Moi je pense qu'à ce moment-là, la boîte dépasse très vite les 1 million, 2 millions, 3 millions, etc. Moi BFR, je savais même pas ce que ça voulait dire. Donc tu vois, en fait, à un moment donné, on savait jamais si on était rentable. Alors heureusement, comme on vendait bien, en fait, et puis même après avec des jeux d'écriture, première année rentable, deuxième année rentable, troisième année rentable. Et sauf qu'en fait, la quatrième année, là, tu peux pas faire de jeux d'écriture ou quoi. On finit à 3,7 millions, tu vois, pour être exact. Mais franchement, je peux donner la paume, qui est quand même assez énorme, qui était à, je crois que c'est, tu vois, le chiffre exact, je l'ai en tête, je crois que c'est 348 000 € de perte. Donc là, t'as pas 36 000 choix en fait pour commencer, pour garder un peu la confiance. C'est-à-dire, s'il faut que tu remettes de l'argent perso. Donc moi, j'ai mis de l'argent perso. J'ai demandé de l'argent à ma famille. J'ai demandé de l'argent à la banque. Mais en fait, tu peux pas combler tout. Et en fait, très vite, il fallait se rendre à l'évidence. C'est que la boîte, j'arriverais pas à la relever, ou alors ça me prendrait trop de temps. Et c'est peut-être un petit côté flemme ou de cynisme ou quoi, ou de mode bon vas-y, il faut fermer le robinet avant que ça soit l'inondation, quoi. Et du coup, c'est une boîte que j'ai liquidée en 2019 et c'était très douloureux. On va y revenir dans un instant. Ouais. Comment s'appelle ta fille ? Elle s'appelle Juliette. Juliette, comment t'expliques à Juliette ce que c'est un BFR ? Le BFR, donc le besoin en fonds de roulement. En fait, le BFR, alors je pense que je vais pas être le meilleur, tu vois, au niveau de la sémantique pour donner vraiment la bonne définition, mais en gros, c'est le niveau de trésorerie que tu as besoin pour payer tes charges à un instant T. Souvent, l'instant T, on prend une indication de temps qui est le mois. Donc, en fait, tu calcules ton BFR mensuel. Donc, souvent, en fait, ton BFR mensuel, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est en fait les coûts fixes et l'ensemble des coûts variables inhérents que tu vas devoir en fait avancer, quoi. Ouais, et on parle souvent de BFR positif ou négatif. Négatif, c'est quand tu avances les sous avant de les recevoir. Typiquement, dans le service, par exemple, je paye mes employés le mois 1, mais j'envoie une facture à mon client à la fin du mois qui me paye le mois 2. Donc, j'ai un BFR négatif parce que j'ai payé des salaires avant de recevoir l'argent, avant d'encaisser. Un BFR positif, c'est ce qu'il faut chercher, c'est quand on encaisse avant de sortir. Et typiquement, ça se fait, on en parlera un peu plus tard, mais dans la précommande avec Asphalt, par exemple, ou Commune de Paris, où on encaisse de l'argent avant de le sortir. Salut à toutes et à tous, je suis désolé mais je dois interrompre l'épisode un quart de seconde parce que je viens de dire une énorme bêtise grosse comme moi. Je me suis emmêlé les pinceaux en négatif et positif quand je parlais de BFR, soit de besoin en fond de roulement. Je veux évidemment dire qu'il est beaucoup plus confortable d'avoir un BFR négatif que positif. Un BFR négatif, c'est quand on encaisse avant de décaisser. Ça veut dire qu'on a une trésor positive et qu'on vend, donc on encaisse, avant de régler nos achats ou nos fournisseurs. C'est un modèle à la Asphalt par exemple. Un BFR positif signifie qu'on a besoin de trésor pour régler nos achats avant d'encaisser nos ventes. En gros, on décaisse avant d'encaisser. Évidemment, un BFR négatif est préférable. Voilà, je vous laisse continuer. Et puis surtout, merci à tous les foufous qui m'ont envoyé des textos dès 7h du matin le jour de la sortie de l'épisode pour me souligner ma petite erreur. Michael Weiss, Maxime Cornuau. Vous êtes des malades. Allez, bonne écoute. C'est un truc qui peut mettre des entrepreneurs dans le mur, de pas le maîtriser correctement, de pas le connaître, de pas le suivre. C'est un enjeu, quoi. Moi, c'était mon plus gros défaut, c'est-à-dire que je ne le suivis pas. Alors après, moi, c'est pas seulement ça qui m'a tué. Après, au bout d'un moment, ce qui nous a tués aussi, c'est que on ne faisait plus de bénéfices, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais le genre de chien de la casse qui était capable de prendre des commandes à 100 000 € avec 2 000 € de marge, juste parce que je voulais prendre cette grosse commande à mon principal concurrent. Tu vois, j'étais ce genre d'entrepreneur-là, tu vois, très égocentrique. Enfin, 2 000 € sur 100 000, 2%, c'est l'épaisseur du trait, quoi. Ouais, exactement. T'as une semaine de retard sur un truc où t'as un matériau qui coûte un peu plus cher, bim, t'es perdant. Oui, ouais. Et puis là, c'est là, quand t'as fait ça, tu comptes même pas, c'est comme si toi, ton temps que t'allais passer sur un gros dossier comme ça, il était gratos, quoi. Donc en fait, voilà, je marchais un peu sur la tête, il fallait vraiment que je change de paradigme. La piscine, c'est 2015 à 2019, donc c'est grosso modo, c'est entre 25 et 30 ans, quoi. Ok. Comment tu fermes une boîte ? Alors, quand tu fermes une boîte qui est en détresse comme ça, tu passes par plusieurs étapes. Moi, j'avoue que je les ai très vite passées parce qu'on a été très vite jusqu'à la casse-prison, quoi. C'est une façon de parler. C'est que, normalement, le schéma, c'est que tu peux d'abord poser ta boîte en redressement judiciaire. C'est-à-dire que à ce moment-là, c'est plus toi qui maîtrise ta boîte. Elle est en redressement judiciaire. C'est-à-dire que là, tu te donnes encore une chance quand même de t'en sortir. Moi, j'avoue que je suis même pas passé par cette case-là.
j'ai directement été à la case liquidation judiciaire. Donc, c'est-à-dire que là, tu montes un dossier, tu passes devant un tribunal de commerce. Je peux donner des détails là-dessus parce que franchement, ça peut en refroidir certains. Tu es convoqué un jour au tribunal. Alors là, au tribunal, ils ouvrent pas le tribunal juste pour tes beaux yeux. Donc là, ils te prennent, toi et je sais pas, une dizaine d'autres personnes qui sont également en liquidation judiciaire. Donc là, je peux dire que dans la salle, ça pue un peu la défaite, quoi. T'es en mode, franchement, t'es pas un soir de finale de Ligue des Champions gagné, etc., quoi. C'est vraiment, t'es que avec des mecs qui ont losé comme toi et qui viennent en fait défendre un dossier auprès de juges pour en fait, tu dois quand même, enfin, tu vois, tu liquides pas une société, c'est pas anodin. Tu dis pas, ok, c'est bon, reset, désolé. On efface les dettes. On efface et puis ciao. Tu dois quand même, t'as le droit à l'erreur, mais tu dois quand même prouver que tu n'as pas fait de faute de gestion. Et donc du coup, c'est à ça notamment que sert cette audience. Tu te fais accompagner? T'as eu un avocat? Et moi, bien sûr, j'ai fait le choix de même pas me faire accompagner par un avocat. Ok, donc t'es allé devant un juge défendre... Mais je me suis fait bien accompagner par mon expert comptable de l'époque. Ok. Donc ça allait, quoi. T'as des dettes à ce moment-là. Donc t'as perdu 350 000 balles, 348 000, tu m'as dit. Ouais. T'as remis au pot. J'ai remis au pot, moi, personnellement, 150 000 euros. Ok. 50 000 euros personnels, 100 000 euros empruntés à la famille, que du coup, j'ai remboursé après pendant au moins 2-3 ans. J'ai fini que seulement l'année dernière, tu vois, pour te dire de rembourser. Il y a 100 000 euros de dettes que j'avais à des vrais partenaires et que je me suis engagé, j'étais pas obligé, mais que je me suis engagé à rembourser personnellement après la liquidation judiciaire de la piscine. Pourquoi t'as fait ça? Parce que c'était des anciens amis, que j'ai toujours des boîtes dans le textile, comme Kimono ou d'autres, et que je voulais pas laisser cette image de voyou, quoi, tu vois. Enfin, franchement, c'est un peu l'image que tu as quand tu dois de l'argent à des gens que tu ne les payes pas. Donc ça, j'y tenais beaucoup. Et le reste, c'est de la dette type URSSAF TVA. Donc là, par contre, je t'avoue que l'État, je ne l'ai pas remboursé, quoi. Oui, ça arrive. Ok. Ça a duré quand même quelques années, hein. Tu m'as dit 2015-2019. Ça, c'est la boîte. Et après, la liquidation judiciaire, c'est un processus pareil, hein, c'est pas un week-end, le vendredi, tu dis je liquide, le lundi, tu te pointes au tribunal et après tu passes à autre chose. Franchement, c'est beaucoup de charge mentale, c'est beaucoup de soucis, c'est vraiment un moment, en fait, mais c'est bien, hein. C'est tellement pénible, c'est tellement douloureux. Et que moi, je te jure que plus jamais on ne m'y reprendra. C'est-à-dire que même maintenant, en fait, tellement plus jamais on ne m'y reprendra, c'est que même maintenant, moi, tu peux me donner n'importe quelle boîte. Je suis presque incapable de te donner le chiffre d'affaires. Je ne sais te donner que la marge que l'on fait. Je ne calcule que comme ça maintenant. Et c'est pas que grâce à moi, c'est qu'après, on a une connaissance en commun qui est du coup Sébastien, avec qui du coup, sur les cendres de la piscine, j'avais monté Capsule, en fait. Il était avec toi sur la piscine? Non. Mais après, on monte une boîte ensemble. Sébastien Ramel, cofondateur avec toi de Capsule, le frère d'Olivier Ramel, qui est ton associé sur Kimono. Tout se fait en famille. Toute la famille. Et donc, tous les deux sont nos associés sur la Villa Maria à Bordeaux. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien cette période-là, parce que du coup, Seb, on était très complémentaires sur ce genre de choses. Et Seb était, pour le coup, très carré par rapport à tout ça. Et du coup, en fait, il m'a... Pour les plus de 2 ans qu'on a travaillé ensemble, en fait, j'ai appris ce que c'était les routines, la rigueur, le suivi, la gestion, même le recrutement, le management, etc. Des choses dans lesquelles j'avais beaucoup de lacunes. Moi, en fait, je me suis toujours un peu autopignolé en fait, sur une très grande force que j'avais, qui était la vente et le développement. Ça, on ne peut pas me l'enlever. Je suis excellent là-dedans. Mais le problème, c'est que ce n'est pas suffisant pour être un bon entrepreneur. Et du coup... cette défaite avec la piscine et après du coup ce que j'ai fait après et du coup toute cette introspection et tout après j'ai commencé à m'auto-former, chose que je faisais pas, tu vois, et c'est une période qui a été la plus douloureuse de ma vie, mais que maintenant tu vois, maintenant ça fait 4 ans, maintenant c'est une période que je bénis parce que grâce à ça je suis l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, et aujourd'hui je suis un entrepreneur fier, quoi, tu vois. C'est une période qui peut être assez difficile d'un point de vue personnel. Tu as dit grosse charge mentale, il y a quand même un échec qu'il faut assumer, qu'il faut aller défendre. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas un sparadrap qu'on enlève, ça dure. Dans cette période qui a duré du coup quelques mois, tu arrives à faire autre chose? Ouais, en fait, heureusement, j'ai toujours eu plusieurs boîtes en même temps. Donc en fait, moi, je me réfugie dans le travail. Et donc du coup, je me réfugie dans le travail des autres boîtes. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait que j'ai pu tenir, mais ça a été une année difficile. Ok. Pour reprendre le titre du film de Toledano et Nakache qui vient de sortir, que j'ai vu en avant-première, très très bien. Allez le voir au cinéma, très très bon film. Avec Cohen, Jonathan Cohen et Pio Marmaille. Bref.
Intéressant, donc on t'y reprendra plus. Tu penses que à la marge et pas au CA. J'essaye. C'est ton obsession. On a zappé un truc qui peut être intéressant aussi pour situer le personnage et l'aventure. Mais je crois que c'était avant la piscine. T'as lancé un t-shirt qui a cartonné. Exactement. En fait, moi, je suis dans le textile depuis 2010. Donc, School Touch, c'est ça. Depuis School Touch. Ouais. Et donc, du coup, j'ai toujours baigné en fait dans cet univers B2B. Et en fait, notamment, un peu après, vers cette époque, vers 2012, 2013, 2014, c'est l'ère du t-shirt internet. C'est l'ère du t-shirt à message. Et là, en fait, très vite, je sens qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc, du coup, en fait, à cette époque, moi qui suis dans le textile B2B, il y a une verticale en fait qui est le t-shirt internet qui cartonne, et en fait moi je vais très vite là-dessus. Tu vois, c'est l'époque où il y a les sites comme rad.co, tu vois, feu rad.co qui se monte, qui a une croissance fulgurante. Il y a aussi Monsieur T-shirt. Alexandre Ali, rad.co je crois, cofondateur, qui est maintenant cofondateur de Pandati, si je dis pas de bêtises. Exactement. Enfin, je sais qu'il est Pandati. Alexandre Ali, c'était le directeur des achats de Rad. Directeur des achats. Il n'était pas cofondateur. Non, il ne faisait pas partie des cofondateurs. Okay. Dans les cofondateurs, tu avais Ruben Cohen, qui est aujourd'hui à l'agence Follow. Tu as... Merde, j'ai plus le nom des autres. Il y en a un autre qui s'appelle Sacha, qui pareil maintenant est dans la tech, avec un tool qui s'appelle Roger. Enfin bref, tous ils sont restés un peu dans l'entrepreneuriat. Il y a que le CEO qui est un petit peu obscur et je sais pas ce qu'il est devenu. Mais sinon, c'était une belle aventure pour tous ces mecs-là. Et puis, là, il y avait Monsieur T-shirt aussi qui s'était lancé à l'époque et qui, pour le coup, lui est toujours là parce que c'était un peu l'anti-Rad. Rad, c'était les cash burners. Quand Monsieur T-shirt, c'était la gestion de bon père de famille, la rentabilité. Pour le coup, tu vois, Arnaud, que je voyais régulièrement, parce qu'en plus, c'est des Bordelais. Pour la petite histoire, c'est moi qui lui ai vendu ses premiers T-shirts quand il a lancé Monsieur T-shirt, tu vois. Pour te dire, bon, après, il a très vite intégré, mais c'est moi qui lui ai vendu ses premiers T-shirts vierges. Et moi, en fait, je commençais à faire des T-shirts, à faire dessiner des T-shirts par des graphistes. Et c'était l'ère où, en fait, où tu n'avais plus besoin de stock. Tu mettais, en fait, tes T-shirts sur ces sites-là. Et en fait, tous ces sites-là, en fait, ils faisaient de la production on demand. C'est-à-dire qu'ils ne produisaient que quand le T-shirt était vendu. Et moi, c'est ce que je faisais avec la piscine, tu vois, des années plus tard. Positif. Exactement. Mais en fait, avant de monter la piscine, du coup, je dessinais des t-shirts, etc. Et notamment un, et dont j'étais pas du tout fier, j'ai failli pas le distribuer, c'était « Je peux pas, j'ai piscine », parce que je trouvais que c'était quand même vraiment de la merde. Je le mets sur Monsieur T-shirt, mais avec genre une quinzaine d'autres designs, et que je trouvais trop stylé. Les 14 autres designs ne se vendent pas, et « Je peux pas, j'ai piscine » devient d'un coup... mais genre le best-seller de chez best-seller, et il est resté best-seller chez sur des marketplaces comme Monsieur T-shirt, mais pendant 2 ans. Ce qui fait que moi, pendant 2 ans, j'ai touché des royalties de ouf. Et tu vois, même je payais mes vacances, je payais mes restos, je payais tout avec cet argent qui arrivait à l'époque sur PayPal. Il y a 10 ans, il y a prescription, on peut le dire. Tu vois. Mais du coup, c'était un peu mon premier fait d'armes. C'était ce fameux « Je peux pas, j'ai piscine ». Et j'ai fait la connerie monumentale de me dire que c'était éphémère, de ne pas le déposer. Et là, en fait, le jour où on m'a tué, c'est que c'est 1 an après, Carrefour sort le t-shirt « Je peux pas, j'ai piscine » à 5 balles avec une pub sur TF1 avec Camille Lacour. Et là, j'avais perdu, quoi. Et après, tout le monde a sorti « Je peux pas, j'ai poney »,« Je peux pas, j'ai machin »,« Je peux pas, j'ai truc ». Et là, c'était terminé, quoi. Je le trouve même sur Amazon. Ah, mais il est toujours disponible sur Monsieur T-shirt. Je peux pas, j'ai piscine, 29,90. Ouais, 29,90. Ok. Il y est toujours ? La page est live, on peut l'ajouter au panier. Il est en différentes couleurs. Faudrait que je les rappelle, ça fait longtemps que j'ai pas fait de demande de royalties. Que j'ai pas eu de chèque. Il y a prescription aussi, non, peut-être. Ouais, non, mais je leur dois bien ça, parce que tu vois, pour la petite histoire, Monsieur T-shirt faisait partie de ceux avec qui j'avais laissé une casserole, tu vois, et que j'ai remboursé personnellement après, quoi. Mais du coup, il y a eu un petit délai, donc on va dire que c'est les intérêts. C'est beau. Je peux pas, j'ai piscine, c'est d'où le nom La Piscine ensuite. Exactement. C'est de là que ça vient. Cette boîte, ok. Intéressant. Je peux pas, j'ai piscine, c'est un... Non, mais plutôt School Touch et La Piscine, ce sont pas des marques. Non, c'était à chaque fois, c'est des boîtes B2B. En fait, ouais. Moi, mon vrai talent, c'est de monter des agences, tu vois, grosso modo. Parce qu'en fait, quand tu vends du textile personnalisé, etc., tu vends pas du produit. Parce qu'en fait, le produit, alors sauf La Piscine, parce que c'était une usine, on avait quand même des stocks en propre, etc. Mais tu vois, toutes les autres boîtes où vraiment c'est textile personnalisé, le modèle, il est simple. Toi, Cosa Vostra, tu as besoin de suites, de t-shirts, de mugs, de casquettes pour tout l'ensemble de ta boîte. Tu me passes commande.
je vais acheter la cam vierge, je vais la faire venir chez un marqueur et après elle va aller directement chez toi. Elle passe jamais par chez moi. Donc en fait, qu'est-ce que je donne en fait ? C'est une prestation de service. Donc en fait, moi j'ai toujours été un mec qui a été fort pour monter des agences B2B et c'était ça ma force ces 10 dernières années et c'est ce qui va continuer à l'être aujourd'hui, quoi. Donc la piscine, kermesse, capsule, kimono. Exactement. Ce sont des agences, tu les définis comme ça ? Ouais, alors si mon associé Olivier me tuerait si il m'entendait dire que Kimono est une agence. Il m'écoutera pas. Ouais, j'espère qu'il m'écoutera quand même. Mais en effet, sur le papier, Kimono est une agence, mais pour moi, c'est pas un gros mot. Ok. C'est quoi pour lui ? Pour lui, Kimono, c'est une boîte de culture design. Ok. Donc, Zavostra est cliente et qui nous fait beaucoup de choses. Cool. Écoute, passons sur la piscine, c'est intéressant. Je serais curieux que tu me parles de ton aventure avec Mentalo, cette petite marque d'horlogerie. Bah, en fait, pour l'anecdote, là, on est en 2015. Alors, franchement, ça commence vraiment comme du storytelling à la con, quoi. Mais vraiment, je fais un rêve. Et en fait, dans ce rêve, je monte une marque de t-shirt. Parce que tu vois, moi, ça fait 10 ans à ce moment-là, ça fait 5 ans. Le mec bouffe d'or. Ça fait 5 ans que. Ah, mais moi, t'as même pas idée, je fais que de rêver de taf, etc. J'ai toujours été comme ça. Ça fait, à ce moment-là, on est en 2015. Et textile. Ça fait 5 ans que je suis dans le B2B. Et en fait, je rêve. Tu vois, à l'époque, justement, il y a les marques comme le slip français, comme tout ça et tout. Et en fait, je suis admiratif de ces mecs-là. Tu vois, je me dis, putain, mec, qu'est-ce que c'est beau, ça, de monter une marque après qui est reconnue et tu crées des produits, des collections, etc. Je rêvais de faire ça, quoi. Et c'est le moment où ma femme, du coup, pareil, veut également se lancer dans l'entrepreneuriat. Je me dis, ça pourrait être pas mal de faire un truc à deux, quoi. Tu vois. Et je me dis, bah vas-y, on lance une marque de t-shirts. Et plutôt que de faire des t-shirts printés, parce que j'ai l'habitude, allez, je peux pas, j'ai piscine, toutes les conneries comme ça, etc. Nous faisons une marque où le principe, ça va être, par exemple, des t-shirts avec, tu vois, des tissus sympas cousus au bout des manches, tu vois. Une petite poche cousue, tu vois, une petite poche de couleur cousue sur le truc, quoi. Et du coup, en fait, on se lance là-dedans, on crée nos t-shirts, on va acheter le tissu chez Mondial Tissu, on trouve un couturier, on crée les protos, on fait les premiers stocks, etc. On monte le site, et là, franchement, d'un coup, ça ne marche pas. Franchement, ça ne marche pas. Nul à chier, quoi. J'arrive pas à craquer le truc, tout ça et tout. Donc, on vend péniblement nos stocks de t-shirts, etc. Et un jour, j'ai une opportunité, c'est que je trouve un fournisseur qui n'est d'autre que un fabricant de montres. Je vais pas donner le nom. Et en fait, il s'avère que ce fabricant de montres, c'est ceux qui ont racheté la marque Leap. Donc ça, la marque Leap, grosse marque de montres qui était très connue, je crois plutôt dans les années 80, 90. Oh, mais même avant. Et en fait, il y avait je crois que le général de Gaulle avait une Leap. Ouais, voilà. Et il y a une histoire comme ça. Et qui avait disparu et qui a été relancé en fait par cette boîte-là, donc qui est une boîte de Besançon. Parce que Besançon, c'est un peu le berceau de l'horlogerie française, etc. Dans le Jura. Ouais. Exactement. Et je vois en fait qu'ils font des montres et à l'époque, tu sais, c'était l'époque des Daniel Wellington. Tu sais, avec les bracelets en tissu là, ça s'appelait en natto. Tu sais, t'avais genre le bleu, blanc, rouge, bleu, vert, bleu, enfin tu vois des trucs comme ça. Et là, encore une fois, tu vois, je suis un peu pirate. Et là, je me dis putain, je vais faire une marque bis de Daniel Wellington. Tu vois, je vais faire une marque. Ouais, une marque un peu pirate et je vais lui trouver un nom. Et là, on cherche et c'est ma femme qui dit bah vas-y, on reste dans le trip de la flotte. On appelle ça Mentalo. Et c'est vrai que le nom est joli, etc. Et donc, on appelle ça Mentalo. Mais non, je suis con. Mentalo, c'était déjà la marque de textile. Qui n'avait pas marché. Qui marchait pas. Et donc, du coup, on se dit, bah, tiens, on va vendre des t-shirts et également des montres. Et en fait, très vite, on prend un premier stock de montres. Je me rappelle, j'achète 10 000 balles de stock de montres pour montrer en fait aux fabricants qu'on avait les reins solides et surtout pour tout de suite avoir des prix de revient qui étaient hyper intéressants. Et là, j'avais 15 modèles de montres natto hommes, 15 modèles femmes, etc. Et je me retrouve avec tous mes cartons dessinés par qui ? Ben en fait, c'est eux qui avaient des modèles préconçus. Okay. Le seul truc que nous on personnalise, c'est qu'on met Mentalo à l'intérieur du cadran, quoi. Okay. Et là, je les mets sur le site. Et là, par contre, d'un coup, là, ça fonctionne. Donc, en fait, là, très vite, on sort le textile. Pourquoi ? Bah parce que c'était Daniel Wellington, ça valait 170 balles et nous, on les vendait 80 €, quoi. Et c'était exactement la même qualité, voire les nôtres étaient mieux. Tu vois. C'est toujours les modèles qu'on peut voir aujourd'hui ? Ça a un peu évolué, j'imagine. Ouais, non, ça a grave évolué. Mais je pense qu'on a encore quelques modèles natto. Quand je dis parce que du coup, sans spoiler, on a revendu la marque.
Mais du coup, je pense qu'il en va encore. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir. Donc c'est menthe-a-lo, évidemment sans apostrophe.fr. Ouais, l'URL. Mais vous tapez Mentalo montre et vous trouverez. Ouais. Donc c'est des modèles, vous mettez le logo Mentalo, il y a ce bracelet qui est un peu original. Ça, de base, il n'y a que Nato, on fait pas de cuir, on fait pas de milanais, on fait vraiment, c'est que ces bracelets Nato parce que c'était l'époque, franchement, c'était il y a presque 10 ans et c'était la mode des Daniel Wellington et donc du coup, on fait une Daniel Wellington bis. Tout de suite, donc du coup, je hasarde le textile, les t-shirts, on les enlève du site et on devient à 100% une marque de montre. Et c'est à ce moment-là que Mentalo commence à quand même à bien marcher. Comment ? Tu fais de l'acquise, tu fais du push, c'est que de l'organique ? Non, c'est que de l'organique. Et en fait, surtout, Et c'est la première fois que tu fais du B2... Non, pas la première fois, je dis une connerie. Mais c'est la première fois que je fais du B2C en propre. Ok, ouais. Et du coup, en fait, pour la faire connaître, parce que j'avais pas envie d'investir, bien sûr, si je fais un peu d'acquise, je mets quand même un peu de Facebook, je fais un peu d'emailing, mais j'avoue que moi, je suis pas de ce monde-là, donc j'y connais pas grand-chose. Je fais quand même surtout aussi très vite, je fais quand même pas mal de SEO. Tu vois, pour que sur Montre Made in France, on nous trouve assez facilement. Donc tout de suite, je suis assez bien référencé sur toutes les marketplaces Made in France, etc. Avec les bons échanges de liens, etc. qu'il faut. Je fais très vite des deals avec VP, des deals avec Showroom Privé, des deals avec Private Sport Shop, des deals avec Bazar Chic, des deals en fait avec tous ces gens-là. Parce que c'est pas forcément pour gagner de l'argent, mais je sais que c'est le meilleur moyen de faire de la grosse acquise. Et tu vois, il y en a plein qui disent ouais, tu vas sur VP, c'est dégueulasse, tu casses les prix et tout. Je fais ouais, mais en même temps, je me retrouve entre Sandro et The Couples, ça me dérange pas, tu vois. Toutes les marques vont sur ces trucs-là. Il suffit juste de pas en abuser. Il faut pas que ta marque elle soit à moins 50% tous les 15 du mois, quoi. Et donc du coup, en fait, c'est un peu ma stratégie moi pour faire de l'acquise, quoi. Tu fais de la marge quand même ? Ou quitte marge zéro, mais tu le mesures ? Non, tu marges quand même un peu. Tu arrives à... En fait, je peux donner les prix. Hein. Franchement, les montres, moi, je les payais 10 €, coût de revient, 10 € hors taxe. Et je les revendais en moyenne 80 € TTC. Sur ton site, on dit tout ça. Sur mon site. Donc du coup, sur un site comme VP, il faut au moins 50%. Quand tu es une jeune marque, il faut au moins du moins 60%. Donc alors vas-y, je dis quoi, 80 € TTC, moins 60%. C'est-à-dire que la marque, là, ça va être environ 35 € TTC au lieu de 80. Tu vois, 35 € prix barré 80. Et en fait, sur les 35 € TTC, VP, Showroom Privé, consort, ils vont te reverser 17,50 €. Donc, tu vois, moi, ça me coûtait 10. En hors taxe. Ils te reversent 17,50 € en hors taxe. En fait, donc, toi, le 35, ils te reversent en fait 50% du TTC à leur taxe. Donc, moi qui l'ai acheté 10, ça me faisait 7,5 de marge, donc ce qui est pas dégueulasse, quoi, tu vois. 7,5 de marge, mais t'as pas compté un peu de transport, un peu de logistique. Non, parce que ça, c'est eux qui s'en occupent. Tu le renvoies. Ça partait de l'usine à VP. En fait, moi, j'avais même un truc, c'est que moi, je prenais pas des stocks. C'est-à-dire que je demandais à mon fournisseur, je disais, suis les ventes avec moi. Et en fait, produis les montres en demande, quoi, tu vois. Elle me disait, il faut pas que ça cartonne trop. Je fais, oh, t'inquiète et tout. Au pire, tu fais du 3-8 ou quoi. C'est juste qu'en fait, le seul truc, c'est qu'il faut qu'en 8 jours ouvrés, t'es livré VP, showroom, PSS, etc. pour qu'ils puissent, eux, après, faire le dropshipping, livrer à leurs clients. Pardon, PSS ? Pardon, Private Sport Shop. Private Sport Shop, ok. Intéressant. Tu fais ça combien de temps, Mentalo ? Dans quelle année, là ? 2023 ? Ouais. Je crois que j'ai revendu l'année dernière ou il y a 2 ans. Non, c'est l'année dernière, 2022. Donc j'ai fait ça de 2015 à 2022. Alors quand je dis je, ça a quand même été... Avec ta femme ? C'est plus ma femme qui était à 100% dessus. Ouais. Ok. Intéressant. Tu as fait du chiffre ? Ouais, on faisait du chiffre, hein. Ça n'a jamais été une marque qui a fait des milliers d'essence. C'est une marque, tu vois, qu'on a très vite quand même. On stagnait, tu vois, vers les 200 000 € de chiffre d'affaires, quoi, avec un EBITDA sympa. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une marque. Quand je dis, mais en plus, ma femme n'était pas du tout à plein temps, c'était une marque, tu vois, justement, qu'elle gérait à mi-temps. Tout le reste, après, était automatisé, délégué, tout ça et tout. Et c'était une marque, voilà, qu'on faisait vivoter, qui faisait un peu de croissance tous les ans, etc., qui nous permettait quand même de faire de la marge. Et on était content d'avoir notre marque de monde, quoi. Tu vois, c'était un peu ça l'idée, quoi. Tu faisais quoi comme EBITDA sur 200K ? Sur 200K, on faisait 200. Du coup, on faisait genre... si je dis 40 000 €, ça fait combien de pourcentage ? Ça fait un cinquième, ça fait 20%. Ouais, 20% grosso modo. Oui, ouais. ce qui est classique. C'est classique. Ok, intéressant. T'aurais pu la pousser plus loin ? J'aurais pu, mais je suis pas un cador en SIA, en acquisition. En fait, c'est quand même, il faut dire ce qui est. C'est qu'aujourd'hui, franchement, les gens, pour ça que j'ai une immense admiration pour les gens qui créent des marques B2C, qui créent des sites e-commerce qui performent en termes de développement et de chiffre d'affaires et qui performent en termes de rentabilité, parce que c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement coûteux.
Et moi, j'avais pas l'énergie et j'avais pas les couilles d'investir autant dans ces projets-là parce que j'investissais plutôt dans mes projets B2B, quoi. Ok, intéressant. Et donc ça, c'était en parallèle de la piscine. Ça se termine il y a 1 ou 2 ans, en 2022, il y a 1 an. Ouais. Pourquoi ? Comment ? Parce qu'en fait, avec ma femme, on travaille ensemble sur d'autres projets. Et du coup, mentalement, on voulait plus non plus que ça lui prenne du temps. Puis on s'est dit, voilà, de toute façon, on a un plafond. Il faut dire ce qui est, c'est tout. De base, on n'est pas des bons e-commerçants, etc. Donc, on n'arrivera pas à l'amener plus haut. Est-ce qu'il peut y avoir une possibilité ? Moi, franchement, j'avais jamais pensé au fait de revendre, tu vois, un actif comme ça. Et en fait, je te l'expliquais tout à l'heure en off. Pendant l'entretien. Ouais. C'est un peu en fait grâce à vous, avec du coup quand vous avez lancé Alvo.market, qui est on peut le dire du coup une marketplace qui permet de. Alors, je vais peut-être pas utiliser les bons mots, mais en fait, une marketplace qui permet en fait de revendre sa boîte ou ses actifs, qui fait rencontrer en fait les revendeurs et ceux qui cherchent à racheter et les repreneurs, voilà. C'est un peu aujourd'hui, je pense qu'il y a on parle pas assez du reprenariat et je pense que c'est une facette de l'entrepreneuriat qui va de plus en plus être mise en lumière et qui va de plus en plus cartonner. Parce qu'il y a plein de gens en fait qui en fait veulent être entrepreneurs, mais qui n'ont pas forcément des talents de starter, qui la feuille blanche, ça les angoisse. Et donc, je pense même, tu vois, moi, mon instinct me dit, et du coup, ça m'intéresse, un gars comme moi qui est un vrai starter, je pense même qu'il va y avoir un jour, et ça peut arriver plus vite qu'on ne pense, un business, que ce soit pour le produit ou le service, de gens, en fait, qui vont starter des boîtes, mais tu sais, en mode, qui vont packager des boîtes, tu sais, pendant 6 mois à fond la caisse, et qui vont le mettre sur des marketplaces comme Alvo.market pour les revendre, tu vois. Et du coup, il y a des gens qui, tous les ans, pourront peut-être potentiellement revendre 2 actifs à 100 000, 200 000, 300 000 euros, parce qu'il y a des gens qui seront prêts en fait à dire ok, il y a déjà la marque, il y a déjà le site, il y a déjà le SEO, il y a déjà les 50 premiers clients, il y a déjà les 5000 premiers euros de MRR si tu es sur du produit, ou il y a déjà les 100 premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires si tu es une agence, qui sont pour certains les plus difficiles à faire. Tu vois, le 0 à 100, c'est pas donné à tout le monde. Tu vois, mais par contre, il y a des gens peut-être qui viennent, tu vois, du salariat et qui, si tu leur donnes en fait une base avec déjà une base solide, avec une marque, avec un portefeuille client, même peut-être 1 ou 2 salariés ou 2 freelance ou quoi, eux qui vont être bons justement pour le développer, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui va de plus en plus se faire. Je pense que c'est votre instinct aussi. C'est pour ça que vous avez peut-être monté Alvo.market. Mais en tout cas, moi, c'est ce que me dit ma petite voix. Mais clairement, ça fait partie des insights. Ce qui nous anime, c'est que c'est la transmission d'entreprise qui n'est pas assez fluide aujourd'hui et qu'on voudrait fluidifier. Il y a des choses qui existent mais qui ne sont pas assez bonnes à notre goût. Et ça s'inscrit dans un marché de manière très macro où il y a des boomers qui vont arriver à la retraite et qui vont transmettre leurs entreprises. Il va y en avoir de plus en plus. Il y a 3 millions et demi d'entreprises en France. Je pense qu'il y en a une bonne partie qui vont arriver à la retraite sans repreneurs, ce qui est un peu dommage. Dans un univers aussi où l'entrepreneuriat, comme tu le dis, est de plus en plus mainstream, voilà. Ça se fait de prendre une boîte, de racheter une boîte, de créer une boîte, c'est beaucoup plus qu'avant, je pense. Et donc oui, c'est la rencontre des flux fait Alvo.market, chères auditrices, chers auditeurs, qui est une plateforme qui permet de transmettre ou de racheter une entreprise. Voilà. Donc en fait, je vous vois, toi, Matt, François, etc., qui parlaient de ça. Et du coup, mes associés sur Cosa Vostra, et Padrino et toutes nos aventures. Ouais. Et je me dis, en fait, c'est peut-être possible. Donc, j'en parle à ma femme, donc on se met sur la plateforme, etc. Et là, du coup, ça nous apporte pas mal de leads, du coup, qu'on rencontre, on leur envoie, du coup, tous les éléments. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est que sur la plateforme, tout est fait pour ça. T'appuies sur 2 boutons, t'as NDA, donc NDA, je sais plus ce que ça veut dire. C'est un non-disclosure agreement, c'est un truc qui t'empêche, un contrat pour pas que tu gardes le secret. Comment ça se dit en français ? Je saurais pas dire en français. Ouais. C'est-à-dire que du coup, en fait, tu peux lui envoyer les chiffres. Donc en fait, tout est un peu digitalisé, quoi. Vous êtes un petit peu le YouSign. Accord de non-divulgation. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Accord de confidentialité, pardon. Oui, putain, un accord de confidentialité, on est con. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, tout se fait de manière assez fluide. Tu peux envoyer, du coup, les chiffres, les bilans, etc. Comme ça, la personne peut voir, en fait, peut avoir du concret en main, peut regarder, du coup, tous les chiffres. Après, l'idée, c'est de s'appeler, de se faire des visios, etc. Et puis, de répondre un peu à toutes les questions. De toute façon, je pense que c'est ça, en fait, les gens qui reprennent une entreprise, leur principale hantise, c'est d'acheter quelque chose avec un loup. Donc, voilà, ils posent un peu toutes les questions qu'il faut pour vérifier qu'il n'y en a pas. Ou dans notre cas, il n'y en avait pas. En plus, on n'était pas gourmand sur le prix qu'on voulait revendre. Comment t'as fixé ton prix ? Franchement, j'ai pris les EBITDA, je l'ai multiplié par 2. Franchement, c'était peut-être pas le meilleur truc à faire. Mais tu l'as vendu ?
Mais je l'ai vendu, ouais. Alors, mon Rex là-dessus, mon tour d'expérience là-dessus, c'est que tu as quand même beaucoup de commerçants et e-commerçants, d'entrepreneurs de manière générale, qui sont beaucoup trop gourmands et qui ont du mal à vendre, du coup. Ou alors qui vendent avec des conditions très spécifiques. Mais je pense que si tu veux vendre, il faut être honnête sur ton... C'est comme quand tu visites un appart, tu vois. Il faut être honnête sur sa valeur, ou la valeur que tu es prêt à mettre quand tu rachètes, quoi. Donc c'est ça, donc tu vois, nous c'est pas l'exit de l'année, mais tu vois quand même, on a vendu ça 80 000 euros. Bah franchement, bah voilà, 2022... On a touché l'argent, je crois, il y a pile un an, donc Noël 2022. Bah, franchement, cool. Tu finis l'année plutôt pas mal, quoi, tu vois. T'as une flat tax là-dessus ? Alors nous, c'était spécial, c'est que nous, on revendait pas une boîte. Tu revendais un asset. On vendait un asset. Donc en fait, okay. Ça rentre, c'est de la marge, quoi. Okay. Donc en fait, en soi, si on est très mathématique là-dessus, bah du coup, j'ai payé l'impôt sur les sociétés, donc je sais même plus, c'est quoi là, c'est 25 maintenant, je crois. 22 21 ou 26 26 25 Entre 20 et 30. Ouais, voilà, on est par là. Donc, du coup, on va dire un quart. Ouais. Donc, en fait, j'ai un quart du montant du coup, j'ai payé en IS, quoi. Ok. Reviens un tout petit peu sur les ventes privées. Tu en as fait plusieurs, du coup. Ouais. Ton apprentissage là-dessus. Donc, tu m'as donné les ratios, c'est intéressant. Donc, en gros, c'était faut au moins 50% de remise, voire 60% pour les jeunes marques. Ouais. Et sur le prix de vente TTC, les VPistes, les ventes privéistes, comme on dit, les gens qui font les VPistes, hein, c'est ça. Ouais, mais si tu veux, vas-y, on prend. Tu reverses la moitié. On va prendre en fait un cas très concret. Ton produit à toi, il vaut 100 euros TTC, prix public. Toi, tu vas faire du coup 60% de remise, enfin pour le client de VP, etc. Ouais. Donc ça va être vendu. 40 euros TTC, prix barré 100 euros. Et en fait, pour avoir le prix que VP, showroom privé et consorts vont te rétrocéder, tu prends ce prix TTC vendu, tu le divises par 2, c'est ton prix hors taxe. Donc, tu vas récupérer 20 euros hors taxe sur un prix par vente, grosso modo. Ce qui fait juste 100 divisé par 1.2, ça fait à peu près 83. Donc un quart, 25%. 25% du prix hors taxe grand public, facial. En gros. Ouais, c'est ça, grosso modo. Ouais. Intéressant. Des apprentissages en termes de volume, en termes de prod. Moi, j'avoue qu'en fait, j'ai une grosse histoire en fait du coup avec les sites de vente privée, parce que moi, comme je te dis, j'étais l'un des précurseurs en B2B sur les marques internet, sur les marques de t-shirts. Donc, tu vois les fameux t-shirts Je peux pas, j'ai piscine où tu as zéro stock, tu ne produis que quand tu l'as vendu. Ce qui fait que moi, en fait, très vite, je suis arrivé au début seulement chez les VP, showroom privé, Bazar Chic. Et en fait, je leur ai dit, vous voyez, moi, j'ai ces marques-là. Donc, c'était des marques de t-shirts à message, mais qui étaient connues sur Internet, qui faisaient 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. Qui étaient quand même qui étaient lourdes, quoi, tu vois. Et je leur dis, moi, j'aimerais qu'on mette cette marque chez vous. Et ils me disent, OK, bon, tu sais, eux, ils sont, du coup, c'est leur modèle à l'ancienne. Ils disent, OK, quel stock vous pouvez nous envoyer ? Et là, je leur disais, mais en fait, là, vous comprenez pas, moi, je vais vous faire un truc, c'est complètement un modèle différent. Moi, en fait, j'ai zéro stock. On va mettre la marque chez vous. C'est-à-dire que par contre, on va mettre autant de références qu'on veut. Moi, mon t-shirt Je peux pas, j'ai piscine. Mon design Je peux pas, j'ai piscine. On va le mettre sur t-shirt blanc, t-shirt gris, t-shirt rouge, t-shirt violet, t-shirt rose, pour hommes, pour femmes, pour kids, du XS au triple XL, etc. Mais on va le mettre aussi sur des sweats, des débardeurs, du tote bag, une casquette, un caleçon. On met sur tout ce qui peut s'imprimer. Et on va le mettre sur tout et vous allez le mettre en ligne. Et donc, du coup, vous allez avoir une vente avec genre 1 millier de références. Et du coup, moi, je vais suivre la vente. À la fin de la vente, vous allez m'envoyer un bon de commande. Quel que soit le chiffre des ventes, vous en faites pas. Nous, on va travailler jour et nuit, mais vous aurez dans 8 jours ouvrés, comme le stipule votre contrat, vous aurez tout le stock que vous avez vendu. Et après, vous pourrez le redispatcher du coup à votre client final. Je te laisse imaginer qu'on a livré en retard parce que première fois qu'on fait cette vente-là sur VP avec une marque qui s'appelait à l'époque, qui s'appelle Shaman. C'était mon client. Et d'ailleurs, c'est avec le fondateur de Shaman que j'ai créé la piscine parce que c'était mon meilleur client de l'époque. On fait une vente sur VP. On fait 350 000 euros de chiffre d'affaires en une semaine. Donc, laisse-moi te dire qu'en effet, on n'a pas mis 8 jours ouvrés pour tout produire. Pour tout livrer. On a mis 14 jours ouvrés. Donc, ça a été un peu la panique. Mais en même temps, bon, franchement, ils ont compris, etc. Mais là, en fait, tout de suite, on s'est dit, putain, là, on a ouvert une boîte de Pandore, quoi. Parce que c'était, en fait, un truc incroyable. Alors, certes, tu fais peut-être pas du bien à la marque en la mettant à prix cassé sur des sites comme ça, etc. Mais en fait, on faisait des volumes. Et donc, du coup, même si tu gagnes, si tu fais 20% de marge, etc., en une semaine, t'as rien à faire. C'est pas toi qui vends. Même jour et nuit, tu te réveilles le matin, t'as gagné de l'argent alors que t'as rien fait, tu vois. C'était ça qui était magnifique.
Et en fait, c'est ces années-là où je suis hyper successful, mais où du coup, quand même, on est sur des marges qui sont non maîtrisées. Parce que par contre, ça donne pas le droit à l'erreur. Parce que si tu fais des erreurs de machin et tout, ça peut vite être un énorme bordel parce que c'est des montants qui sont tellement délirants. Et ça, on faisait ça tout le temps, tu vois. Je reviens sur ton calcul tout à l'heure. Donc, c'est vendu, admettons 100 € TTC dans le commerce, ça vaut 83 hors taxe. Ton VPiste va le vendre, entre 40 et 50 à 60% de remise, TTC, et te reverser la moitié en hors taxe, donc 17 Exactement. 50 dans ces eaux-là. Donc, lui, sa marge, c'est le 35 qui est passé en hors taxe, qui va passer à 30. Donc, il fait 12. En fait, il se fait 60%, 40% en gros de marge. Ouais, c'est ça. Lui, il te l'a acheté 17. Il fait 50% du TTC à leur taxe, donc oui, ouais, en effet. Et eux, c'est ça leur modèle. Mais en fait, après, eux, ils ont acheté zéro stock ou quoi. Ils ont seulement leur coût fixe de... Et à l'époque, une newsletter. Cécile de Rostand. Ouais, je la connais. C'est ça. Ouais. C'est celle qui envoyait, c'était le nom, je crois qu'elle a jamais existé, si. Mais alors, c'est peut-être, je dis que je la connais peut-être parce que j'avais le mail. Parce qu'on a tous reçu les mails de Cécile de Rostand de VP. Je pense que c'est une vraie personne qui existait. Non. Écoute, Cécile de Rostand, on la trouve dans Google. Est-ce qu'elle est sur LinkedIn? Est-ce que c'est une vraie personne? Il y a une directrice générale chez qui auto-entrepreneur, Cécile de Rostand, je pense que c'est un peu au profil. Ouais. C'est marrant. Je pense qu'elle a jamais existé. Ah non, mais c'est pour ça, en fait, tu m'as dit ça, tout de suite, je me suis dit, oui. Ça me parle de voir un mail de Cécile de Rostand. Je pense qu'il y a une génération de Français qui ne vivait que par l'email VP, quoi. Ah, mais c'était incroyable. Et donc, du coup, en fait, c'est un peu, tu vois, ce hack que j'ai été le premier, en fait, à faire sur les t-shirts. En fait, moi, j'étais grosso modo le premier qui a vendu une marque sur VP sans envoyer du stock à VP, quoi. Ok. Ils ont eu du mal à comprendre au début. Ouais. Mais après, quand ils ont compris, pour nous, c'était le jackpot, quoi. Donc, c'était quand même... En fait, pour moi, toute cette époque, c'est... Tu vois, maintenant, quand j'y pense maintenant, j'aime pas trop, en fait, la personne que j'étais, etc. et tout, à l'époque. Mais quand même, à l'époque, c'était... T'étais quelle personne à l'époque? Bah, c'est ça. J'étais quand même un mec qui était juste, en fait... obnubilé par le chiffre d'affaires, par le développement, et je me gargarisais quand même, tu vois, de ça, en fait, d'additionner les millions d'euros de chiffre d'affaires, tu vois. Sans me soucier de la marge, sans me soucier même de ce que moi, je pouvais gagner à la fin, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'avais une boîte qui faisait 3 millions, ça me dérangeait, tu vois, moi, je peux me dire le salaire que je me mettais à l'époque sur la piscine, je crois que je me mettais 3005 net par mois, ce qui est en soi un bon salaire, mais quand tu as une boîte qui fait 3 millions, tu pourrais te dire, putain, le mec, il pourrait se mettre plus, tu vois. Mais non, en fait, j'étais obnubilé que par un chiffre. C'était atteindre 3 millions. Après, le milestone d'après, c'était atteindre 4 millions. Mais jamais alors, je parlais même pas en OKR, tu sais, objectif, qui résulte ou quoi. J'avais seulement un truc, c'était le chiffre d'affaires. Je ne pensais qu'à ça. Tu te fais des OKR perso aujourd'hui, non? Ah, mais moi, je passe du coq à l'âne. Je suis un obsédé des OKR, moi. Vas-y, raconte. Donc, les OKR, c'est les objectifs qui résultent. Donc, les objectifs et résultats clés en français. Et en fait, c'est une méthode qui est très à la mode en France depuis plusieurs années, mais en fait qui existe depuis des décennies, qui était très largement utilisée par des boîtes. Je crois que c'est Intel qui l'avait fait en premier, mais après, ça a été très mainstreamé par Google, je crois. Ouais, j'allais dire Google pour le mainstream. Mais je crois que le mec qui a vraiment théorisé les OKR, c'est un mec d'Intel. Enfin, tu iras vérifier, je dis peut-être une bêtise. Je ne voudrais pas dire des conneries à tes auditrices et tes auditeurs. Et donc, en fait, c'est une méthode des OKR. En fait, c'est très simple. Intel. Ah, c'est Intel, ouais. 70. Ah, tu vois. Donc, en fait, les OKR, c'est très simple. En fait, tu parles d'un objectif. Par exemple, un objectif, je veux atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, tu vois, par exemple, ça pourrait être, on va dire, atteindre 1 million d'euros de marge. Ça, c'est ton objectif. Pour atteindre cet objectif et dire j'ai atteint cet objectif, il va y avoir plusieurs résultats clés à atteindre. Pour faire 1 million d'euros de marge, il va falloir, je sais pas, signer X nouveaux clients, il va falloir contacter X nouveaux prospects, il va falloir closer X rendez-vous, il va falloir faire le panier moyen de X à Y, tu vois. En fait, tous les résultats clés à atteindre, c'est toujours du chiffrable et du mesurable. Et en fait, c'est quelque chose qui te permet en fait, de piloter tes objectifs et de piloter ta boîte. Donc ça, il faut le faire de manière hebdomadaire. Et en fait, c'est simple. Si tu es à 10% du trimestre et que tu es à 2% de l'objectif, bon, bah, ça veut dire que tu es en retard. Si tu es à 15%, c'est que tu es dans les clous. Mais au moins, si tu es en retard,
Tu sais pourquoi? Bah, écoute, j'ai pas appelé assez de prospects, ou mon panier moyen, il a baissé. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour le faire grandir, etc. Donc là, j'ai pris des exemples de sales, mais tu peux avoir des objectifs RH, tu peux avoir des objectifs marketing, tu peux avoir des objectifs perso, des objectifs sportifs. Et toi, tu le fais en perso? Ouais, je le fais en perso pour le sport. Je le fais. À quelle fréquence? Bah, moi, en fait, dans mes objectifs perso, tu vois, j'en ai un pour le sport, tu vois, pour le paddle. Je veux prendre tant d'entraînement par mois, je vais faire tant de tournois par mois, je me suis mis tel objectif en termes de classement à la fin du trimestre, enfin tu vois, c'est le genre de truc. J'ai un truc pour le poids, j'avais un truc pour la clope, tu vois. J'ai arrêté de fumer depuis 15 jours là, tu vois, c'était félicitations. Ouais, c'était mon objectif principal. J'ai 35 ans, donc j'ai fumé la moitié de ma life. T'as commencé à 16-17? À 17 ans, ouais. Ouais, comme un con. Bravo, ça a été facile? Non, hyper dur, mais attends, ça fait que 15 jours, hein, donc pas d'excès de confiance. Moi, j'ai arrêté plusieurs fois dans ma vie. Et en fait, j'ai arrêté 3 fois. À 20 ans, pendant un an. À 26 ou 27, pendant un an. Et puis finalement, à ma première fille à 35. Et en fait, ma réalisation, c'est que quand t'as été fumeur, t'es fumeur toute ta vie. Moi, je suis un gros fumeur et je suis... Putain, on est très très large en termes de scope, sur cet épisode du panier, chers auditrices, chers auditeurs, mais on s'ouvre les chakras, c'est bien. Ma réalisation, ça a été qu'il fallait plus que je touche une clope. En fait, je croyais un jour être guéri et pouvoir fumer une clope de temps en temps. C'est la raison pour laquelle je l'ai repris 2 fois. Je suis en lutte quotidienne là-dessus. Parce qu'en fait, là, tu vois, souvent, c'est pour ça que je me répète. Moi, la méthode Covey marche beaucoup sur moi. Donc, je me répète, pas d'excès de confiance, pas d'excès de confiance, pas d'excès de confiance. Parce que là, en fait, parfois, je sais que dans ma tête, j'ai des petites pensées du genre... C'est bon, maintenant, je suis guéri. Je pourrais fumer une clope, ça me ferait rien. Mais non, parce que moi, c'est pareil, c'est pas la première fois que j'arrête. Et en fait, à chaque fois que j'ai refumé cette petite clope, c'est comme ça que j'ai repris. Donc du coup, non, là, il faut vraiment que ce soit la... Là, je me suis convaincu que ça devait être la bonne fois pour toutes, quoi, que c'est plus possible de fumer, quoi. T'étais un clope, c'était la dernière, point. Voilà. Et c'est pour ça, tu as pas de clope électronique, pas de patch, rien, pas de Nicorette, nada, zéro, plus aucun rapport avec toute cette merde, quoi. Enfin, j'essaye. Enfin, je veux. Non, faut pas que je dise, tu vois. Non. Dans la sémantique, faut pas dire des mots comme j'essaye. C'est je le fais. C'est fait. T'as fumé ta dernière clope il y a 15 jours de ta vie. Allez, on revient, on raccroche les wagons. Il y a une marque que t'aimais bien, c'est le dernier sujet que j'aimerais aborder dans cet épisode, mais peut-être le plus important. Il y a une marque que t'aimais bien, il y a quelques années. Yes, la marque Commune de Paris. La marque Commune de Paris. Raconte-moi un peu l'histoire de cette marque. La marque Commune de Paris, c'est une marque, donc c'est une marque de textile, du coup une marque pour hommes principalement, qui a eu 10 ans d'histoire et qui même un peu plus de 10 ans d'histoire, qui était assez précurseur sur ce marché justement des marques textiles pour hommes, etc. Donc moi qui étais dans le monde du textile, je les connaissais forcément, et qui s'est arrêté un peu brutalement en 2019. Et en fait, il s'avère que l'un des 2 fondateurs, qui s'appelle Alexandre, m'a contacté. En fait, dans le cadre d'une autre boîte qu'il avait montée, etc. Il m'a monté, il avait besoin de conseils, limite, je me rappelle plus. Et en fait, moi, ce qui m'avait fait tilt dans le message qu'il m'a envoyé, c'était de dire, ouais, à l'époque, j'ai fondé Commune de Paris, que j'ai arrêté, etc. Et en fait, là, je me suis dit, putain, il faut absolument que je parle à ce type. Et en fait, on s'est parlé. Et on a tout de suite une sorte de gros crush perso et professionnel. Et en fait, à la fin du call d'une demi-heure, j'ai réfléchi toute la soirée. Je me suis dit, mais putain, c'est trop con, quoi, tu vois. C'était une marque quand même qui faisait genre plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais tu sais, qui était un peu dans l'ancien monde. Elle s'est arrêtée en 2019 pour voilà, parce qu'elle était, en fait, elle était rentable, mais à peine. Et on était un peu dans l'ancien monde, c'est-à-dire c'était une marque qui faisait toutes ses collections 1 an à l'avance, printemps-été, automne-hiver. Je fais les salons. Je fais 90% de mon chiffre en wholesale. Le site, il est là limite que pour faire vitrine, etc. Et tu vois, c'est vraiment l'ancien monde du textile, mais franchement, qui pour moi, en fait, n'a plus aucune raison d'être. Donc en plus, moi qui suis un gros fan d'Asphalt et un gros fan de William, qui est l'un de mes meilleurs amis dans l'écosystème textile et surtout entrepreneurial, parce qu'il est à Bordeaux comme moi. William, le cofondateur, fondateur ou cofondateur, je sais pas si... William Ovett, non, qui est le CEO et unique fondateur de Asphalt, que vous avez entendu plusieurs fois sur le panier. Alors c'est pas William que j'ai reçu, c'est Rodolphe à plusieurs reprises. Ouais, qui est le CMO. Gardies, je sais pas si on prononce comme ça, mais oui. En tout cas, ça s'écrit comme ça. Rodolphe d'Asphalt. Ok. Mais donc du coup voilà énorme inspiration parce qu'il a réussi à construire une marque B2C forte. Et là en fait tout de suite je recontacte Alexandre dès le lendemain de notre call et je lui dis mec franchement j'ai réfléchi toute la soirée,
c'est trop con quand même que tu aies un asset comme une marque comme Commune de Paris qui dorme et qui en fait plus tu attends, plus la marque va mourir, plus les gens vont l'oublier. Si c'est une question de temps, de motivation, d'argent, tout ça et tout, moi sache que c'est un projet qui pourrait vraiment me botter. Et si tu veux, à 2, on peut remonter la boîte. C'était quand ça ? C'était fin juin. Donc quand même 4 ans, fin juin 2020. Non, pas fin juin. Non, mais en tout cas... Début juin, quoi. Ouais, 2023. Ouais. Ah, c'est cette année, ouais. 4 ans ou 3 ans après la fin, après la fermeture de la commune de Paris. Entre-temps, il y a eu la Covid, il y a eu tout ça et tout. En SEO, vous allez galérer quand même, hein. Ouais, c'est un peu relou, mais du coup, on cravache là. Attends, juste, alors avant d'aller un peu plus loin, la Commune de Paris, c'est quand même, je veux pas dire de bêtises, mais un épisode particulier de l'histoire de France. Le début enfin pas le début en tout cas, mais un vent de socialisme, de communisme, qui s'est terminé par... C'est plutôt un vent de fronde, en fait. Tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, dans la Commune de Paris, il n'y a aucune idéologie politique ou quoi. T'en as toujours un ou deux qui passent, qui nous reprochent de se réapproprier cet épisode de l'histoire française, etc. Bon, nous, on s'en fout un peu. L'idée de Commune de Paris, en fait, c'est plus une idée de valeur. En fait, c'est plus en fait d'incarner ce Parisien stylé, ce Parisien frondeur. Et en fait, c'est un peu ça fait partie des valeurs de l'histoire de Commune de Paris, quoi. De la marque de Commune de Paris, okay. qui c'est juste ça en fait, tu vois, qu'on reprend dans cet élément historique, quoi. Alex, l'un des fondateurs de Commune de Paris, t'appelle 4 ans après avoir fermé la boîte. Tu lui dis Commune de Paris, ça m'intéresse. Je vous connaissais à l'époque. Faisons un truc. T'es inspiré par William Ovett, hein, voilà, d'Asphalt. Ça a toujours été un rêve pour toi. En tout cas, ça a été un driver, monter une marque. Exactement, ouais. Donc du coup, et en fait, il s'avère que je suis pas bon non plus dans tout, mais il y a un truc dans lequel je suis pas mauvais, c'est de convaincre. Et donc moi, en fait, je me faisais pas trop de doute. Putain, le mec cherche ses mots, quoi. Je me faisais pas trop de doute sur le fait que j'allais trouver les mots pour convaincre Alexandre. Je sentais que lui, il en avait envie aussi. Je pense qu'il lui manquait en fait un élément déclencheur pour relancer la marque. Et en fait, et surtout que je l'ai pas pris en traite parce que je lui ai dit, écoute, franchement, on va faire un truc très simple. Moi, je te propose qu'on relance la marque ensemble sur le modèle de la précommande, c'est-à-dire fini l'ancien monde avec le wholesale, etc. On devient une marque 100% Internet, ce qui nous permet du coup de ne vendre qu'en précommande, donc d'avoir un BFR positif, de faire pour le client le vrai prix, puisque tu n'es pas... Il faut savoir que, pour que les auditeurs soient au courant, et je pense qu'ils s'en doutent, quand vous achetez une marque textile sur Internet qui n'est pas en précommande, il faut savoir que vous payez au moins 5 fois le coût de revient. Même 5, 6 ou 7 fois le coût de revient. Ouais, on est plutôt sur... et on en parle souvent sur le panier, et surtout dans les épisodes retail, il faut un x7 pour être Exactement. À l'aise. Exactement. Nous, ce modèle-là nous permet de faire un x2,5, x3 maximum. Ce qui fait que, en fait, on vous vend le produit en fait au vrai prix, c'est-à-dire au vrai prix pour vous et au vrai prix également pour nous, pour avoir une boîte saine qui fait de la rentabilité et qui peut réinvestir sa marge dans de l'acquisition, dans du marketing et dans le fait de faire des produits régulièrement qui soient de plus en plus stylés et originaux, quoi. Donc voilà, je lui propose ça, je lui dis écoute, tu sais quoi, en plus on se tape dans la main, mais testons 3 mois ensemble. Vas-y. J'ai levé le doigt, vous le voyez pas, chers auditrices et auditeurs qui nous écoutaient en podcast, mais j'ai levé le doigt. 4 ans après, la marque, t'as un attachement parce que tu la connaissais, parce que t'aimes bien ce qu'elle faisait, mais il reste plus rien. Non, du coup, c'est là, en fait, moi... Pourquoi tu relances... C'est là où je me suis éclaté, c'est qu'en fait, du coup, il fallait quand même réchauffer. Tu vois, donc, bien sûr, il y avait une base à réchauffer, une base d'anciens clients, etc. Donc, bien sûr, c'est galère parce que ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas entendu parler de toi. Et en plus, du coup, c'était faire venir, du coup, une nouvelle cible. Donc, c'est-à-dire, par exemple, déjà, principalement, moi, mon audience, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir une grosse audience sur LinkedIn, en newsletter, maintenant avec le podcast que je sors, etc. Et donc, j'ai fait quand même un gros travail, je vais pas utiliser le mot matraquage, mais j'ai fait un gros travail de storytelling. J'ai écrit énormément de contenu sur Commune de Paris, sur ses valeurs, sur l'histoire de cette réouverture, de relancement, de reprenariat, etc. Et on a fait ça du coup tout le mois de juin pour en fait lancer le premier drop, qui était du coup des suites, du coup dès début juillet. Début juillet.
quid de l'API? La boîte est fermée, l'API appartenait à qui? La propriété intellectuelle, pardon. Elle appartenait justement, moi c'était une condition sine qua non, c'est qu'elle appartenait à Alexandre et uniquement à Alexandre. Okay. Qui en fait, avant la fermeture, il s'était acté avec son ancien associé et la marque lui appartenait à 100%. Donc il n'y a aucun risque. Ok. T'as fait un truc rigolo, c'est que vous n'avez pas créé de la boîte tout de suite. Non, justement, on ne crée pas la boîte tout de suite. C'est un principe que j'ai quand je m'associe avec quelqu'un. C'est que souvent, en fait, quand on fait une rencontre, les gens peuvent bien savoir se vendre. Par exemple, moi le premier, je pense que si demain, on se rencontre et qu'il y a un truc qui nous intéresse tous les deux et que je peux être hyper enthousiaste, je peux réussir à te convaincre en 1 heure qu'il faut qu'on monte un truc ensemble. Mais ça ne veut pas dire que, en fait, après, je vais faire tout ce que je dis. Tu vois, que je vais dire que je vais y passer le temps qu'il faut, que je vais mettre des actions sur mes paroles. Donc, ça veut dire que ce soit pour moi ou pour l'autre personne, il faut en fait pouvoir se tester. En fait, c'est comme en amour. Je veux dire, tu te maries pas au bout de 2 semaines. Tu fais quelques dates, tu commences par habiter ensemble, tu commences à faire tes premières vacances avec la personne. Et après, tu te maries et après, tu fais des enfants. Tu fais pas des enfants avec des gens que tu connais pas, quoi. Et ben c'est pareil pour moi, pour une boîte. C'est pas demain, tu te dis, OK, la complémentarité, elle est évidente. Tu as ces compétences, j'ai ces compétences. Tu as cet asset, j'ai cet asset. On va faire un truc de ouf. Bim. On monte une boîte ensemble, les statuts, tous les bordels, machin, etc., telle part et tout. En fait, c'est tellement chiant après à casser quelque chose qui a été mal fait. Vaut mieux, en fait, d'abord faire. Alors, il faut se faire confiance aussi. Il faut quand même signer peut-être 2-3 pactes, faire 2-3 mails, tu vois. Et encore que je pense que ça sert à rien, mais bon, au bout d'un moment, après, il faut aussi suivre un peu son instinct quand on est entrepreneur. Non, mais il faut savoir dans quelle direction tu marches. Je suis d'accord, il faut donner l'univers des possibles. Et typiquement, se dire, bon, bossons ensemble pendant 3 mois, on imagine un 50-50, on verra, ça peut être un 40-60 parce que je fais plus, j'apporte ça, mais imaginer l'univers des possibles, je pense que c'est relativement important. Et je pense que c'est une bonne approche. C'est ça. Et on s'est dit, vas-y, on fait 3 mois, on fait 50-50 sur les investissements à faire, parce que bien sûr, il y a quelques investissements, il fallait faire les protos, on voulait faire les choses quali, tu vois. On a fait des super shootings, des super vidéos, on a des très beaux assets à ce niveau-là. Il fallait refaire le site, il fallait faire tout ça. Enfin, tu vois, il y avait quand même un peu de boulot. Et on a fait du coup 3 drops sur 4 mois, quoi. C'est assez efficace en termes d'exécution. Raconte-moi un peu le premier drop entre votre discussion et le premier drop qui était donc le sweatshirt. Ouais. Je pense, en fait, il faut un site, il faut la marque. Pour relancer la marque, il faut activer la base. Je pense qu'en fait, en 1 mois, on a recréé le site. On a dessiné les produits. Alors, c'est Alex qui occupe toute la partie produit. Il a repris ses fournisseurs au Portugal, etc. Donc ça, du coup, quand même, on gagnait du temps quand même par rapport à tout ça. Moi, j'ai redéfini toute l'histoire. J'ai réécrit du coup tous les contenus. On a relancé du coup tous les réseaux sociaux, tout le contenu du site. On a organisé le shooting, on a organisé les vidéos. Et en fait, tout de suite, en fait, avec encore une fois beaucoup de jus de cerveau, pas mal d'huile de coude et quand même pas mal d'organisation centralisée, tout sur un Notion, etc. On a en fait écrit tout ce qui se faisait sur les 2 prochains mois, jour après jour, quoi. Tu vois, ce jour-là, on fait telle chose, ce jour-là, on fait telle chose, et à chaque fois avec un porteur ou quoi, etc. Et je pense que c'est ce qui a été plutôt efficace, et ce qui fait que, tu vois, surtout les 2 premiers drops, parce que là, il y a le 3e drop qui est en cours, les 2 premiers drops ont été, encore une fois, à notre niveau, qui ont été des succès. Hein. Je pourrais donner les chiffres. On n'est pas, justement... j'ai pas le talent de William et Rodolphe qui ont vendu des milliers de pièces dès leur premier drop ou quoi. Nous, ça s'est plutôt compté en centaines. Et quand je dis en centaines, on est à chaque fois à moins de 300. Mais moi, je suis quand même hyper content parce qu'on a quand même mis peu de budget. Et je trouve que c'était convenable pour un relancement. Oui, mais voilà, donc là, on est quelques mois après juin, tu vois, ça fait pas longtemps, hein, ça fait 3-4 mois. 3 drops de quelques centaines de pièces. Vous avez vendu, admettons, 1 millier de pièces. Ça, là, on est un peu moins, là. Je crois qu'on est à 800 pièces à la date. Ok, c'est pas mal, en quelques mois. Ouais, c'est cool. Moi, je suis plutôt content. Donc, design, c'est Alex. Ouais, design. Et la prod, t'as le réseau. Ça fait 15 ans que t'as le réseau, c'est ça? Mais la production, c'est lui aussi. Parce que là, du coup, c'est de la vraie fabrication. Okay. Avec patronage, etc. Made in Portugal. Moi, je sais faire ça, mais je suis pas un expert. Alors que lui, il a fait ça pendant 10 ans. Ok, hyper intéressant. Et du coup, la boîte est en création. Maintenant, la boîte va être en création. Vous avez exécuté le plan. Exactement. Vous avez appris à bosser ensemble. Ça marche bien. C'est l'idée. Ok. Et sur ce modèle de précommande, donc ABFR positif. Putain, j'espère que je dis pas une connerie depuis tout à l'heure.
Que c'est pas l'inverse, tu vois, positif quand on a besoin et négatif quand on n'a pas besoin. Mais je crois que c'est le cas, non, c'est positif. Ça m'a pas choqué quand tu l'as dit. Mais pareil, je me suis amélioré, mais je suis pas non plus un expert. Ça fait longtemps que tu crées des boîtes, tu as eu pas mal d'expérience, on l'a vu, il y en a encore d'autres, on en parlera, mais le Poney Club et la Chapelle très rapidement avant de finir. Mais ce modèle d'association qu'on a nous aussi chez Padrino, qui est le startup studio de Cosa Vostra, on n'a pas autant créé autant de boîtes, mais on en a presque une dizaine à date. C'est un truc qui nous va bien aussi. C'est en général, on écrit quelque chose qui pourrait se réaliser, on commence à bosser ensemble, et ensuite, quand ça se réalise, effectivement, on ajuste le cas échéant, mais en général, ça, pour l'instant, on a vu juste. C'est une expérience ou des expériences passées qui t'ont amené à penser comme ça ? En fait, tu vois, la piscine, School, Touch et les autres. C'est simple, c'est qu'en 10 ans, j'avais monté une dizaine de projets. Donc en fait, moi, j'ai clairement quand même un profil. J'ai un profil d'un mec qui aime bien starter des projets. Donc en fait, c'est pour ça que le startup studio, donc en fait, je dis startup studio, mais c'est vrai que moi, dans mon cas, je suis aussi très agency studio. C'est-à-dire que, alors, c'est quoi la diff, pardon ? C'est que agency studio, tu montes des agences. Startup studio, tu montes des startups, donc plutôt tech et tout. Pardon. Et moi, je suis pas un expert dans la tech, tu vois. Donc, moi, je suis plutôt un mec qui monte des boîtes de services, tu vois. Mais j'ai des associés qui sont plutôt tech. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça startup studio parce que c'est plus joli. Mais maintenant, j'essaye dans la sémantique quand même et dans mes éléments de langage de dire que La Chapelle, c'est un startup et agency studio. D'accord. Mais donc, ce principe d'être assez light au début te vient d'expérience passée ? L'association s'est bien passée dans le passé ? Moi, j'ai tout vu. J'ai des associations qui sont mal passées, d'autres qui se sont bien passées. C'est juste qu'en fait, aujourd'hui, je voulais en fait monter une boîte qui puisse en fait se structurer et s'industrialiser pour pouvoir monter 1, 2, 3 projets tous les ans. Et sans que ça soit un problème, parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, on a parlé de la piscine, de kimono, de kermesse, de capsule, d'Aroc, de le plongeoir, de Mentalo, de tous ces trucs. Dire qu'en fait, ça s'est toujours du coup bien passé vis-à-vis de tous mes associés de ces boîtes respectives, c'est un peu en fait c'est un peu comme de la polygamie, tu vois. Enfin, je veux dire, donc je pense que moi qui montais pas mal de projets, ça se passait pas quand même toujours super bien avec mes associés. Maintenant, moi qui ai un startup et agency studio, c'est les gens en fait ils savent dans quoi ils s'embarquent. Donc en fait du coup c'est un peu le jeu, et le jeu c'est on va être hyper hands-on pendant 1 an avec toi pour développer la boîte sur les 3 piliers qui sont l'offre, le go-to-market et la partie équipe, et même un 4e pilier qui est la levée de fonds le cas échéant. Et en fait après tu vas être complètement autonome, quoi. Quelle part de capital ? Quel modèle ? Le modèle pour les... C'est quoi la thèse ? La thèse, c'est que nous, on soit toujours minoritaire. La thèse, grosso modo, c'est 25%. La thèse, c'est 25%. Il y a de l'apport en cash ou pas ? Il peut y avoir de l'apport en cash. Il peut y avoir de l'apport en cash, ok. Moins de 25, c'est bien. Il y a pas mal de startup studios qui te prennent cette majorité un peu idiote. Ouais. Pardon, je devrais pas dire ça, mais... Mais en fait, l'expérience et les discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres m'ont montré que ça peut être dangereux d'être trop gourmand au début, en fait, pour plusieurs raisons. Déjà, en fait, c'est que tes cofondateurs qui, eux, vont être 100% hands-on opérationnel dans le projet, et en fait, il faut pas avoir peur de les incentiver à balle. Et pour ça, pour moi, la condition, c'est qu'ils soient majoritaires. Et la deuxième raison, c'est que si demain, tu veux lever des fonds avec ce projet, et pareil, les fonds, ils vont toujours préférer que mettre des ronds dans une boîte où les cofondateurs opérationnels sont majoritaires. Ton 25% sur la thèse, il se dilue lors de la première levée de fonds, ou tu as un principe de relution ? Non, il se dilue. Il se dilue, ok. C'est honnête, c'est bien. Lachapelle.club, chers auditrices, chers auditeurs, quel type de projet pour te contacter ? Franchement, aujourd'hui, en fait, pendant 1 an, j'ai vraiment tout essayé, itéré, tout regardé, etc. Et en fait, maintenant, on a vraiment un ADN qui est en fait vraiment tourné vers la creator economy. Et donc, en fait, aujourd'hui, on va monter des projets qui sont en rapport en fait avec cette creator economy, parce qu'en fait, on se rend compte que du coup, ça nous permet de créer un peu cette... tu vois ce que c'est la Disney Map ? Alors, ça, c'est intéressant, et les auditeurs et les auditrices... La Disney Map ? Va la regarder. En fait, la Disney Map, c'est une map. Alors, c'est vrai que là, les gens vont pas me voir faire le geste, qui a été dessinée par Walt Disney himself. Et en fait, où il a, en fait, sur une map, il a mis, en fait, tous ses business, les parcs d'attractions, les dessins animés, les films, Picsou Magazine, le merchandising. Et en fait, il a tout noté là-dessus. Et en fait, il a noté toutes les interactions qu'il peut y avoir dans tous ces business. Exemple,
je fais des parcs d'attractions. Dans ces parcs d'attractions, je vais vendre du merchandising. Dans ces parcs d'attractions, je vais faire de la promotion. C'est exactement ça. Ok, Disney Map, il faut le chercher entre guillemets. Donc j'ai mis entre guillemets Disney Map Business sur Google. Vas-y. Dans ces parcs d'attractions, je vais faire la promotion de mes prochains films. Bah, moi, je pense qu'on est à peu près tous là, enfin tous les deux, pardon, un peu de cette même génération, des gens qui ont entre 35 et 45 piges. On a tous les deux, du coup, connu les Disney en cassette VHS. Qu'est-ce qu'il y avait au tout début de la cassette VHS comme pub ? Il y avait une pub pour l'ouverture de Disneyland Paris au début des années 90. Tu vois, en fait, tous ces business se donnent de la force les uns aux autres, s'apportent du client et en fait augmentent la LTV du client qui arrive dans l'univers, dans l'écosystème Walt Disney. Qui passe un des pas de porte, quoi. Exactement. Ok. Et moi, en fait, ta thèse, pour revenir à ça, sur notre thèse, du coup, dans notre Disney Map, elle est tournée vers la creator economy. Et en fait, on veut qu'un client qui rentre chez nous, et ben en fait, demain, on va le signer avec une des verticales, mais demain, on pourra du coup le faire signer en fait dans les autres verticales. Je vais donner un exemple. Moi, franchement, tu vois, Orso Media, par exemple, c'est un truc qu'on aurait pu cofonder ensemble. Orso Media, c'est notre label de podcast indépendant qui sponsorise, produit, fait la promotion d'une trentaine de podcasts, dont Le Panier, chers auditrices, chers auditeurs. Tu vois, parce que par exemple, je te donnais l'exemple tout à l'heure en off, c'est que tu vois, nous, on a une de nos verticales qui est un peu ce que vous faites avec Orso Media pour les podcasts. Nous, on le fait pour les créateurs de contenu à LinkedIn. C'est-à-dire qu'en fait, on met en relation des annonceurs, donc principalement des boîtes comme Shine, Conto, Notion, etc. Donc des clients qu'on peut avoir en commun ensemble. Sauf que nous, en fait, on va surtout les faire annoncer sur LinkedIn, sur les newsletters, sur en fait ce type de contenu. Et moi, quand j'ai monté mon podcast et que j'ai eu besoin d'un sponsor, et bah du coup en fait j'ai juste, tu vois, si demain moi j'avais voulu faire un Orso Media Abyss, alors je le ferai pas parce que vous avez déjà bien trusté le marché et que du coup ça m'intéresse pas d'être numéro 2 et de prendre les miettes, quoi. Et bah en fait Orso Media, moi ça aurait été très bien dans ma Disney Map parce que je l'ai fait rentrer mon client Conto, je le fais rentrer sur ma verticale LinkedIn, mais je peux après lui dire hey, j'ai aussi une verticale podcast et j'ai aussi une verticale newsletter, et demain je peux également trouver un autre business. J'ai également je fais également de la vidéo. Je fais également de la vidéo pour tes pubs. Tu vois, j'ai vu que tu faisais de la pub sur Instagram. Franchement, c'est naze. Tu mets ta pub télé. Nous, on peut te faire des UGC. Tu vois, nous, on a monté une agence qui est spécialisée dans les UGC. Ça s'appelle Chaser.io. Donc voilà, c'est un peu l'idée du Startup et Agency Studio. C'est en fait de faire entrer les gens chez nous et après de les faire voguer d'agence en agence, de vertical en vertical, d'offre en offre pour augmenter leur LTV. Avec quelques associés, mais dont Jonathan Lalinec, que vous avez entendu sur Le Panier à 2 reprises, chers auditrices, chers auditeurs, qui est le fondateur de Split. Split avec 3 i. Split.com. Je suis fan absolu de Jonathan, je suis fan absolu de Split. Donc c'est pour ça que je lui ai laissé de la place dans la table de capitalisation de la chapelle. Et ce mec-là, c'est mon génie, quoi. Bon, un immense tour d'ensemble. Passionnant, je pense qu'on pourrait passer encore 2-3 heures à se parler, mais en tout cas on a abordé tous les sujets que moi je m'étais listés. C'est plutôt cool, c'est ça. Bon, Hugo Benz, chers auditrices, chers auditeurs, BENTZ, que vous pouvez retrouver sur LinkedIn pour prolonger la conversation. Abonnez-vous à son podcast Club Sandwich, que vous retrouvez sur toutes les plateformes. Abonnez-vous à ses 2 newsletters. Ouais, la newsletter La Chapelle et la newsletter La Soucoupe. La Soucoupe, hein. La Soucoupe, c'est quoi, une newsletter IA. Ok. Qui vient de sortir du coup ouais, qui vient de sortir, pardon. Ouais, qui est sorti il y a 2 semaines. Mais okay. On a fait un gros buzz dessus, on est déjà à 25 000 abonnés. Hein. Nice. Ouais. Comment je sais pas, je dois être. On la trouve où ? Putain, je la vois pas. C'est lasoucoupe.substack. Ok. Alors j'allais te poser cette question. C'est Substack ton. Ouais, pour la newsletter, j'utilise Substack. Alors peut-être que je pourrais utiliser d'autres choses, mais je trouve que c'est tellement facile à utiliser. Et après, tu sais, pour être très honnête, j'ai délégué à une personne de mon équipe toute la partie newsletter. Ok, donc les 2 newsletters. Les 2 newsletters, exactement. T'as un CRM personnel ? Ouais, Folk. F-O-L-K. Ouais, ok. Folk.app, si je dis pas de bêtises. Folk.app, ouais. Merde, comment ça s'appelle sur Startup Studio, Thibault Alzière Exa, eFounders. eFounders, pardon, ouais. C'est ce que j'avais, voilà, ce que je cherchais. Cool. Hugo Benz, BENTZ sur LinkedIn. Chers auditrices, chers auditeurs, si vous voulez poursuivre la conversation, merci infiniment. C'était cool de te recevoir. Ouais, merci Laurent, j'ai trop kiffé. Ouais. Hugo m'a écrit il y a un mois en me disant
on avait parlé de la commune, il me dit est-ce que ça t'intéresse qu'on en parle? Je me suis dit ouais, grave cool. Oh, t'étais sympa, en vrai j'ai fait un peu plus le forceur que ça. Ça va. Et je me suis dit putain, il y aura peut-être d'autres sujets à aborder, et c'était bien le cas. Merci infiniment, chers auditrices, chers auditeurs. Abonnez-vous aussi à la newsletter du panier, lepanier.io. Et merci à tous et toutes pour votre fidélité. Salut Hugo. Merci Laurent, à plus. Salut à toutes et tous. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causeavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.